Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'impact des décisions de Donald Trump en matière de réseaux sociaux et d'intelligence artificielle. Ce sera dans quelques instants avec Clémence Prévost, directrice des publications de Youth Mundi, également avocate. On parlera ensuite de l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat avec son président Olivier Ehrenberger. Et enfin, on parlera du nouveau régime fiscal des management packages avec Brian Martin, associé au sein du cabinet, s'écrit Valentin Serrouk. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Lex Inside. Quel est l'impact des décisions de Trump en matière d'intelligence artificielle et en ce qui concerne les réseaux sociaux? On en parle tout de suite avec mon invité, Clémence Prévost, directrice des publications juridiques de Youth Mundi, également avocate. Clémence Prévost, bonjour. Bonjour Arnaud. Le président Donald Trump, dès son arrivée, a pris un certain nombre de mesures en matière d'intelligence artificielle. Quelles sont les principales mesures en la matière de Donald Trump? Tout à fait. Le président Trump, dès son retour à la présidence, a pris des mesures majeures en matière d'IA. Premièrement, et c'est l'une des toutes premières mesures qu'il a prises à son retour au pouvoir, ça a été d'abroger le décret pris par son prédécesseur, le président Biden, qui portait sur le développement sécurisé et éthique de l'IA. Ce décret a été remplacé par un autre décret intitulé en français « Supprimer les obstacles au leadership américain en matière d'intelligence artificielle ». Donc le ton de l'administration Trump en matière d'IA est clairement donné. L'objectif est de supprimer les restrictions réglementaires prise par son prédécesseur afin d'octroyer davantage de liberté aux entreprises privées et d'assurer la compétitivité des États-Unis dans le milieu de l'IA. Enfin, l'une des dernières mesures aussi, ça a été d'annoncer le lancement du projet Stargate. C'est un investissement massif de 500 milliards de dollars dans l'IA aux États-Unis. Ce projet implique des acteurs majeurs du domaine tels que OpenAI et vise, c'est l'ambition annoncée en tout cas, vise à assurer la domination mondiale des États-Unis en matière d'IA. Et donc, pour conclure, ces changements de politique en matière d'IA américaine visent, et c'est l'ambition annoncée, à favoriser la compétitivité économique des États-Unis dans un premier temps, mais aussi d'assurer sa sécurité nationale, et notamment face à la Chine, qui, elle, développe de façon agressive l'intelligence artificielle, à la fois à des fins économiques, mais aussi militaires. Alors, vous venez de décrire l'ensemble des mesures en matière d'IA prises par Donald Trump avec en point d'orgue ce projet faramineux Stargate. Mais quels sont les impacts concrets de ces mesures en matière d'IA et de réseaux sociaux ? Alors, en matière d'IA, les conséquences sont doubles. En supprimant les exigences en matière de sécurité et de supervision gouvernementale, le développement de l'IA pourrait très bien s'accélérer aux États-Unis, et c'est le but de ces mesures, d'engranger davantage d'innovation en matière d'IA, mais au prix de risques accrus de systèmes d'IA non sécurisés et biaisés. Et donc, c'est particulièrement pertinent au regard des réseaux sociaux qui utilisent l'IA pour des tâches sensibles, telles que les algorithmes de recommandation, la modération de contenu, la publicité ciblée. Et donc, l'absence de garde-fous pourrait entraîner des défis juridiques au regard de la discrimination, des atteintes à la vie privée, mais aussi de la désinformation. Et alors, ce sont des risques qui sont tout à fait assumés par l'administration Trump, qui encourage ce qu'elle appelle le free speech AI, et donc l'absence de réglementation des contenus générés par l'IA. C'est la liberté d'expression avant tout, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, cela va très certainement faciliter la diffusion de fake news, de deepfake, mais aussi de campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, et notamment lors d'élections. Il va y avoir enfin des conséquences aussi en termes de conformité de ces systèmes d'IA américains
à l'international, comment vont-ils faire face aux réglementations étrangères en termes d'IA et notamment par exemple les AI Act dans l'Union européenne. Alors justement, quel est votre sentiment là-dessus par rapport à la réglementation européenne? Alors la réglementation européenne est totalement à l'opposé de cette dérégulation américaine et donc clairement c'est un dispositif qui a pour but de protéger les utilisateurs et d'assurer une innovation responsable, ce qui n'est pas forcément le cas de cette autorégulation prônée par les États-Unis. Alors, on voit que l'impact de ces décisions de Donald Trump n'est pas neutre, mais comment les entreprises de la Silicon Valley réagissent-elles par rapport à ce mouvement de dérégulation? Alors, les réactions sont nuancées, mais de façon majoritaire, la Silicon Valley est plutôt favorable à cette politique de Trump en matière d'IA. Les régulations de l'ère Biden étaient perçues comme trop restrictives et donc limitant l'innovation américaine. Et donc, ça a été accueilli, toutes ces mesures, avec un certain enthousiasme. On l'a vu, par exemple, Meta, dès l'annonce de ces mesures par Trump, a supprimé toutes ces mesures de fact-checking et de modération. Apple, pareil, il y a très peu, a annoncé l'investissement de plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis dans différents domaines, dont l'IA. Donc, il y a clairement un engouement des leaders de la technologie américains autour de Trump. Et d'ailleurs, ils étaient présents majoritairement durant son investiture. Cela étant dit, il y a aussi une partie de la Silicon Valley qui, quant à elle, émet des réserves face à ce manque de réglementation éthique stricte, et notamment en matière de sécurité des utilisateurs et de protection des données. Donc il y a une opportunité, je pense, pour l'Union européenne, comme on le disait, qui peut se positionner comme précurseur dans le développement de l'intelligence artificielle responsable. Alors, on va revenir justement à l'Union européenne. Est-ce que, selon vous, le dispositif juridique européen peut atténuer les mesures prises par Donald Trump? Oui, tout à fait, dans une certaine mesure. Le dispositif juridique européen, et donc notamment les AI Act, mais on peut aussi penser au RGPD, à la protection des données, est bien plus structuré et équilibré, comme je le disais. Donc, en imposant des normes plus strictes en termes de transparence, de sécurité et de cybersécurité, mais aussi de respect des droits fondamentaux, le dispositif protège les utilisateurs européens, mais aussi encourage une innovation plus responsable. Donc, il y aura une certaine limite aux impacts des mesures américaines en Europe, puisque les AI Act s'appliquent aux systèmes d'IA utilisés dans l'Union européenne, y compris ceux qui sont développés outre-Atlantique. L'Europe s'élève donc, comme je le disais, en précurseur, et veut vraiment être à l'avance du développement de l'intelligence artificielle responsable et éthique. Et pour finir, je pense qu'il est aussi important, on a beaucoup parlé des acteurs dans le domaine de l'IA, mais il faut aussi considérer les utilisateurs et le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur les choix qu'ils font des systèmes de l'IA qu'ils utilisent. Par exemple, à Youth Moody, nous avons adopté une approche éthique dans le développement de notre IA. Nous sommes bien sûr conformes à l'AI Act, mais aussi aux standards internationaux les plus stricts, notamment en matière de cybersécurité. Nous avons une certification ISO. Notre but est vraiment de proposer des solutions technologiques aux avocats qui sont fiables, mais aussi responsables. Et donc, les utilisateurs ont un vrai pouvoir de décision et choisir des IA qui correspondent à leurs ambitions, qui peuvent être éthiques et responsables. Vous parlez d'une approche éthique. Concrètement, ça veut dire quoi, avoir une approche éthique aujourd'hui ? Eh bien, c'est de considérer bien sûr l'impact énergétique, par exemple, des data centers et des serveurs qui nourrissent l'IA. On sait que l'IA est très gourmande en termes d'énergie, donc il y a des vrais enjeux environnementaux, mais il y a aussi, bien sûr, prendre en considération les normes internationales et les besoins en termes de sécurité et de protection des droits des utilisateurs. Pour finir, comment vous voyez en quelques mots les tendances à venir entre dérégulation du côté des États-Unis et réglementation au niveau de l'Union européenne? Est-ce qu'il va y avoir quand même un juste milieu, entre guillemets, entre ces deux voies? C'est l'espoir que ça a toujours été un peu la dichotomie entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis ont toujours accusé l'Europe de surréguler. Et d'ailleurs, J.D. Vance a mentionné dans son discours durant les AI Summit à Paris que c'était une grave erreur, cet AI Act, tant pour les États-Unis que pour l'Europe de façon générale. Donc clairement, les États-Unis sont bien conscients que
leurs règles ne s'appliquent qu'à eux-mêmes et donc ils vont devoir se soumettre d'une certaine façon aux règles internationales et étrangères. On va conclure là-dessus. Merci Clémence Prévost d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directrice des publications juridiques de Ius Mundi, également avocate. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'Institut d'études juridiques du CSN. Qu'est-ce que l'Institut d'études juridiques du CSN? On en parle tout de suite avec mon invité, Olivier Ernberger, président de l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat. Olivier Ernberger, bonjour. Bonjour. On va s'intéresser à l'Institut d'études juridiques du CSN, une institution importante, donc créée par le Conseil supérieur du notariat. Pouvez-vous nous présenter donc cet Institut d'études juridiques? Bien, cet institut est l'organe de réflexion juridique à la disposition du Conseil supérieur du notariat, c'est-à-dire que c'est l'organisme qui est chargé pour le compte de la profession, d'étudier les textes de loi, de faire des propositions au pouvoir public d'ailleurs de modification de ces textes de loi, et également d'harmoniser la pratique professionnelle des notaires. Quel est l'objectif en définitive? Eh bien, il est double. En interne, en direction des notaires, c'est d'harmoniser les pratiques, de veiller à ce que la pratique des notaires sur la totalité du territoire soit harmonisée. On a pour fonction d'édicter en quelque sorte les règles de l'art de la profession pour être certain que tous les notaires abordent, utilisent les outils juridiques de la même manière sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est la fonction interne. Et puis, à l'extérieur, en direction de la société, c'est de contribuer au débat juridique, contribuer à la doctrine juridique et être une force de dialogue et une force de proposition à l'égard des pouvoirs publics lorsqu'il s'agit de proposer un nouveau texte ou de proposer une modification d'un texte ou même d'évaluer un texte. Nous avons en chantier un certain nombre de rapports d'évaluation de la loi où, dans les sujets que nous connaissons, nous avons pour ambition d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur tel ou tel effet négatif de tel ou tel texte et de proposer telle ou telle modification pour améliorer la règle de droit. Alors, on en sait plus maintenant sur ce qu'est l'Institut d'études juridiques du CSN, mais comment est-il organisé? Alors, il est organisé au travers de sections, de 8 sections qui recouvrent les champs d'intervention du notariat, et il est composé de 74 notaires qui sont, dans leur discipline, des praticiens aguerris, spécialistes des sujets qu'ils traitent, et nous avons en appui de ces 74 notaires 14 universitaires, qui sont membres à part entière de l'Institut d'études juridiques, ainsi que 9 consultants des CRIDON. Vous savez que le notariat dispose sur le territoire de centres de recherche qui sont les CRIDON, et les CRIDON sont associés à la mise en place de l'IEJ, et 9 consultants, chercheurs des CRIDON, participent à notre institut. Donc 8 sections, 74 notaires, 14 universitaires et 9 consultants. Alors, et un avocat au conseil. Un avocat également. Et comment ça fonctionne tout ce monde alors? Tout ce monde se réunit par section à peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois à l'intérieur des sections. Il y a également des réunions générales de la totalité de l'IEJ, au moins 2 fois par an. Et puis ensuite, dans chacune des sections, en fonction des sujets qui sont en cours, il y a des groupes de travail. Chaque groupe de travail est piloté par une personne, et un groupe de travail peut comporter 2 ou 3 personnes. Et ce groupe de travail se réunit bien entendu beaucoup plus souvent en fonction du travail qu'il a en cours et de la copie qu'il doit rendre. Alors, quelles sont les missions de cette IEJ? Ces missions sont à la disposition du président du Conseil supérieur, un organe d'analyse lorsque le Conseil supérieur est sollicité sur un projet de texte, qu'il est sollicité par les pouvoirs publics. Il peut utiliser l'IEJ pour analyser ce projet de texte et l'aider à formuler une réponse. À l'inverse, le président du CSN peut s'appuyer sur l'IEJ lorsqu'il souhaite lui-même proposer une modification du texte. Donc ça, c'est la fonction à l'égard de l'extérieur. Et puis à l'égard de l'intérieur, lorsqu'il s'agit d'harmoniser la pratique professionnelle des notaires, de veiller aux règles de l'art, là, nous communiquons par des écrits, des notes de travail, des conseils de méthodologie à l'intention des notaires, donc là dans un flux descendant, dans cette idée qui est très importante dans notre profession. Notre profession est une profession très structurée, très hiérarchisée, donc cette idée de maintenir une coordination, une harmonie dans l'utilisation par le notariat des outils juridiques, dans la pratique juridique quotidienne des notaires.
Et cette harmonisation, elle passe notamment par la doctrine notariale. Quel est le rôle de l'IEJ dans l'évolution de cette doctrine? L'IEJ est un des éléments importants de la doctrine notariale. Il y en a d'autres. Il y a nos congrès annuels, nos congrès annuels qui sont un temps de réflexion chaque année sur un sujet déterminé, fonctionnent en parallèle et en équipe avec l'IEJ. L'IEJ, lui, est un organe qui est installé, qui travaille dans la durée. Les deux contribuent à cette doctrine et ont pour ambition de porter la voix du notariat dans le débat juridique aux côtés des autres professions et aux côtés des universitaires et aux côtés de toute la communauté juridique, au sein de la communauté juridique. Alors, on voit que les questions sont nombreuses au sein de l'IEJ. Quelle est aujourd'hui l'actualité sur quoi portent les travaux de l'Institut d'études juridiques? Alors, les sections ont beaucoup de travaux en cours. Pour donner quelques exemples, la section de droit des affaires est en train de faire un bilan des 20 ans, un peu plus de 20 ans du pacte Dutreil, voir quel bilan on peut en tirer, quelle amélioration on pourrait proposer pour que ce pacte Dutreil continue à fonctionner dans les années qui viennent. Nous avons dans la section de droit public une réflexion en cours, un bilan en cours sur les questions de déclassement par anticipation du domaine public. C'est assez technique, mais vous savez que les opérations de déclassement du domaine public ont fait l'objet d'une ordonnance en 2017 qui les ont facilitées. Et nous avons l'ambition de faire un peu un bilan de cette ordonnance de 2017. En droit fiscal, par exemple, nous travaillons sur le statut du bailleur privé. Ça avait d'ailleurs été une idée qui avait été lancée par un des congrès des notaires et nous avons repris cette idée. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est assez étonnant, mais lorsque vous êtes bailleur, le régime fiscal est totalement hétérogène. Et on arrive parfois à ce résultat étonnant qu'on est presque mieux traité fiscalement lorsque l'on donne son logement dans le cadre d'un Airbnb que lorsqu'on le donne à louer dans une location classique à quelqu'un qui en fait sa résidence principale. Voilà. Nous avons pour ambition d'essayer de proposer au pouvoir public d'harmoniser un petit peu tout ça en imaginant un statut du bailleur privé qui transcende un petit peu finalement toutes les formes de location. Ça, c'est donc en matière de droit fiscal. En matière de droit immobilier, par exemple, nous avons un chantier important avec les géomètres experts. Nous travaillons souvent en partenariat avec des professions voisines. Nous avons un chantier important pour essayer d'harmoniser entre les géomètres experts et les notaires, la pratique, la façon d'aborder l'organisation des ensembles immobiliers complexes, ce qu'on appelle la technique de la volumétrie, qui est une technique d'organisation des ensembles immobiliers complexes. Nous essayons avec les géomètres de construire ce qui pourrait être une doctrine commune entre leur profession et la nôtre. Voilà, parmi les chantiers que nous avons en cours. Donc on voit plein de sujets d'actualité sur lesquels vous travaillez. Est-ce qu'on peut essayer de se projeter et de voir un peu quelles pourraient être les perspectives pour l'IEJ? Pouvez-vous nous dresser un peu les grandes lignes pour la suite et pour les années à venir? Comment vous voyez les choses? Toujours au service de la profession, bien entendu. Toujours au service de la profession, d'une part, mais au service du droit aussi. C'est-à-dire que notre ambition, comme c'est le cas pour nos congrès annuels, notre ambition, c'est d'être une force de proposition pour simplifier partout où c'est possible, harmoniser partout où c'est possible et avoir un système juridique qui soit toujours opérationnel pour les citoyens. Donc notre ambition, c'est celle-là, c'est de contribuer, d'être une des voix qui contribue à rendre le système juridique français toujours plus opérationnel au service de ses utilisateurs, c'est-à-dire au service des citoyens. On va conclure là-dessus. Merci Olivier Ehrenberger. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du régime fiscal des management packages. On poursuit ce Lex Inside, on va s'intéresser au nouveau régime fiscal des management packages avec mon invité Brian Martin, associé au sein du cabinet Sécry Valentin Zerouk. Brian Martin, bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer ce nouveau régime fiscal des management packages, quelles étaient les principales incertitudes juridiques avant cette loi de finances de 2025 ? Alors, on sait depuis 2021, depuis les arrêts du Conseil d'État de juillet 2021, que l'administration fiscale peut requalifier en salaire les gains de management package qui sont réalisés en contrepartie des fonctions de dirigeants ou de salariés.
Et elle s'appuie pour cela sur en fait un certain nombre de faisceaux d'indices, les clauses de non-concurrence, d'incessibilité, les fameuses clauses de bad liver. Et à côté de ces arrêts de 2021, il y a également eu des arrêts de la Cour de cassation en matière sociale qui sont venus requalifier les gains en traitement et salaire pour les besoins des cotisations sociales. Donc avec toute cette actualité jurisprudentielle, on a vu une augmentation des contrôles fiscaux de la part de l'administration fiscale et des URSSAF et une évolution de la pratique parce qu'il a fallu adapter en fait toute la documentation contractuelle des management packages pour réduire autant que possible les liens entre fonction et souscription des instruments. Alors, vous avez parlé de ce contexte qui était flou concernant les management packages. Comment faisaient justement les entreprises pour gérer cette situation concernant les management packages? Alors, on a vu une très nette évolution des instruments utilisés pour structurer les management packages. Exit tout ce qui était BSA ou investissement payant en actions de préférence pour se recentrer plutôt sur tout ce qui est instruments non réglementés, les actions gratuites, les stock options et notamment les BSPCE pour tout ce qui est petites entreprises. Alors, on a vu ce contexte avant 2025. Maintenant, on va s'intéresser à la nouveauté introduite par la loi de finances 2025. Alors, quel est le nouveau régime fiscal des management packages? Le nouveau texte, qui est l'article 163 bis H du Code général des impôts, il prévoit maintenant que le gain qui est réalisé par les managers en contrepartie de leur fonction, c'est du salaire. Et c'est seulement par exception que ce gain peut être taxé en plus-value à un certain nombre de conditions et uniquement dans la limite d'un certain seuil qui est de 3 fois la performance financière de la société. Ça, c'est pour le volet fiscal. Le volet social, lui, est un peu plus simple. L'intégralité du gain est exonérée de cotisations sociales, patronales et salariales. Et simplement, le texte a prévu une nouvelle contribution spécifique de 10% à la charge des salariés qui vient en fait s'ajouter à la fiscalité au barème progressif. Ça, c'est globalement la réforme. Un point quand même assez important, c'est que la quote-part de ce gain net qui est taxé en salaire n'est plus éligible au régime du PEA et même d'ailleurs, de manière générale, c'est l'intégralité des titres souscrits en contrepartie des fonctions qui ne sont plus éligibles au régime du PEA. D'accord. Alors, pour bien comprendre, comment le nouveau ratio de performance financière est-il calculé? Alors, le ratio de performance financière, c'est assez simple sur le papier, c'est-à-dire que c'est la valeur réelle de la société à la sortie de l'investissement divisée par la valeur réelle de la société au moment de la souscription des titres. Donc, ça paraît assez simple. En réalité, on se pose pas mal de questions sur comment est-ce qu'on détermine la valeur réelle. Ça, c'est le premier point d'interrogation. Et l'autre point, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérations qui doivent être retraitées entre l'investissement et la sortie, notamment des opérations sur capital, et également les emprunts qui sont souscrits auprès d'associés liés. Alors, on va s'intéresser à l'application de la réforme. Est-ce que cette réforme, elle s'applique rétroactivement au management package qui existait ou simplement au nouveau? Alors, la réforme, elle s'applique aux investissements en cours à condition que les titres n'aient pas encore été cédés. Pour le dire autrement, un manager qui a souscrit des titres préalablement à la réforme et qui les cédera postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sera dans le champ du texte. D'accord. Et juste une précision, en revanche, tous les investissements qui ont été débouclés avant l'entrée en vigueur du régime, y compris les opérations d'apport intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur du régime, ne seront pas concernées, mais vont se poser un certain nombre de questions de mécanique d'application. D'accord, bon, une précision importante. On va avancer sur, vous avez évoqué une zone d'ombre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres zones d'ombre dans ce nouveau régime des management packages? Alors, il y en a un certain nombre. L'objectif, c'était évidemment d'apporter la sécurité juridique sur la fiscalité du management package. Pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là de sécurité juridique, il faudra clarifier un certain nombre de points et à ce titre, on attendra les précisions qui devraient arriver dans le cadre des commentaires administratifs. J'ai évoqué donc un certain nombre de questions techniques sur le calcul du ratio de performance financière.
L'autre point d'interrogation, gros point d'interrogation à mon avis, c'est le champ d'application du texte. Et qu'est-ce qu'on veut dire par souscrit, des instruments souscrits en contrepartie des fonctions? Est-ce que c'est simplement un renvoi à la jurisprudence de 2021 et auquel cas on a déjà les critères d'appréciation de cette notion, ou est-ce que c'est autre chose? Ça, il faudra le voir. Est-ce qu'à partir du moment où on va avoir des clauses lever, y compris déterminées selon la base de la valeur de marché, est-ce qu'on sera dans le champ du texte ou est-ce qu'on pourra se placer en dehors du champ du texte? Et ensuite, une fois qu'on est dans le champ du texte, est-ce que ça veut dire qu'on retrouve intégralement une pleine liberté contractuelle? Et est-ce qu'on verra de nouveau apparaître, par exemple, les clauses bad lever qui vous permettent de sanctionner le départ d'un salarié ou d'un dirigeant en rachetant ses actions à une valeur significativement décotée? Le texte ne semble pas s'y opposer, mais il faudra quand même être un peu prudent et attendre les commentaires de l'administration fiscale. Et peut-être que le dernier point que je voudrais évoquer sur le sujet, c'est la question de l'articulation entre ce nouveau texte et les régimes de report et de sursis d'imposition qui existent en matière d'apport. Le texte est très clair. Seule la quote-part du gain qui sera taxée en plus-value pourra bénéficier du report et du sursis d'imposition, à l'exclusion de la quote-part qui est taxée en salaire. Donc il faudra se poser la question à l'avenir de comment est-ce que les managers qui réinvestissent, par exemple, dans le cadre d'opérations de LBO, vont financer l'impôt au titre de cette quote-part salariale. Donc ça, c'est une vraie question. Et l'autre question, c'est pour le passé, comment est-ce qu'on va articuler le nouveau texte avec les sursis et les reports d'imposition qui ont déjà été réalisés, notamment dans le cadre d'opérations de LBO successives. On voit qu'il y a encore plein de zones d'ombre. On attend des réponses de l'administration fiscale. Dans ce contexte, comment les entreprises doivent-elles appréhender ce nouveau cadre juridique des management packages? Alors, je pense que le premier point, c'est qu'il va falloir être un petit peu prudent. Il va falloir attendre les précisions de l'administration fiscale. Encore une fois, un certain nombre de points à clarifier. Et donc, il faudra, à mon avis, avant de réintroduire, par exemple, des clauses de bad lever qui ont pendant longtemps été dans l'œil du cyclone et notamment challengées par les juridictions, peut-être qu'il faudra attendre un petit peu, rester dans une pratique relativement prudente, mais normalement, on peut espérer qu'une fois que ces clarifications seront apportées, on sera capable de revenir notamment sur des choses qu'on connaissait et qu'on appréhendait mieux, notamment côté fonds dans les opérations d'LBO. Donc prudence est de mise et on va attendre donc les réponses de l'administration fiscale. Merci Brian Martin d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes associé chez Secri Valentin Zerouk. C'est ça. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.